Bon, bah ça s'est bien passé. Donc j'avais déjà posé la question, mais je suppose qu'il y en a qui m'ont pas entendu. Ah merde, désolé. Désolé, vas-y, commence. Allô? Oui, Charles? non, oui maman, oui je sais, c'est moi qui ai la petite. Non, non, oui. Oui, non, je suis désolé, oui. Non, c'est pas possible là, maman, je suis occupé. Non, vraiment. Charles? Non, oui, je sais que tu m'as fait, je sais, maman, je te dois le respect. Non, je peux pas. Non, maman, vraiment, je suis désolé. Charles, Je il peux y a une pas. invitée. Allô? Non, non, mais écoute, non, vraiment, je suis désolé. Je gère alors? Mais vas-y, gère, pas de Ouais. problème. Allô? Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Non, je ne suis pas au Daily Meeting, je suis à Devox. Bon, tu enchaînes, Ouais. ok? J'arrive. Oui, ok, je vais m'en occuper. Non, j'ai pas voté sur ce truc. C'est bon. Normalement, vous applaudissez, c'est cool. Mais- En fait, Charles, du coup, il est visiblement un peu occupé. Bref, donc je suis très contente d'être là. Pour cette deuxième journée des keynotes autour de la vie personnelle, vie professionnelle, équilibre, comment gérer, etc. Oh merde. Allô? En fait, je suis d'astreinte. Ouais. Comment ça, il n'y a pas de checkbox pour accepter les conditions du Wi-Fi? Ouais, bah j'ai cliqué hier soir. Attendez, je vais regarder. Vous utilisez quel navigateur? Ah, bah, ok. Une tablette pour malvoyante? Oui, je vais regarder le code source. Ah oui, je vois, il y a de JavaScript, le dernier framework à la mode, obsolète depuis ce matin d'ailleurs. Du CSS, des divs, ouais. Ouais, il n'y a pas de input checkbox, donc c'est pas accessible. Ok, bah, vous allez ouvrir un ticket alors. Ouais, merci. Donc, après cet petit moment Actor Studio, vous direz quel sketch, mais c'est une histoire vraie et je ne fais pas référence au framework JavaScript obsolète depuis ce matin. Quoique, peut-être qu'aussi. Hein. Mais justement, Juanjo, qui est un développeur malvoyant espagnol, qui a un mois, il n'a pas pu se connecter au Wi-Fi d'un aéroport, justement parce que c'était pas accessible. Donc, pour avoir le bonheur au travail et pour avoir les bonnes conditions pour travailler, d'abord, il faut avoir les conditions pour travailler tout juste. Donc si on n'a pas l'accessibilité qui a un impact réel au quotidien, comment on fait? Donc pour ça, on a la grande chance aujourd'hui de compter parmi nous avec Valérie Accard, qui monte sur scène. Là, tu es sur la table, c'est bon? Elle va approfondir au sujet de l'accessibilité. Alors, bravo, ça c'est pas mal. Hein. Ah oui, bah, écoute. Je suis jaloux. Valérie, vous êtes fondatrice à Alpha Sense. Alpha Sense, excuse-moi. Damned, je recommence. T'es pas philosophe? Donc, tu es fondatrice Alpha Sense. Tu sensibilises à la déficience visuelle à l'aide des outils qui permettent d'essayer pour voir. Tu vas nous aider à l'aide de ces lunettes, simulant plusieurs pathologies du handicap, de prendre de la distance pour comprendre le problème. Absolument. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît, Valérie Accard. Valérie Accard. Merci, bonjour. Donc ici, c'est l'atelier Essayer pour voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les bienvoyants que vous êtes, il y a les aveugles qu'on imagine, et en fait, entre les deux, il y a différentes façons de mal voir. Et pourquoi on ne voit pas tous de la même manière? En fait, c'est parce que l'œil, c'est la macula et la périphérie. La périphérie, elle est formée de bâtonnets. La macula, elle est formée de cônes. Les bâtonnets servent à voir le mouvement, l'environnement, la luminosité. Alors que la macula, qui est formée de cônes, les cônes, pour bien travailler, ont besoin de beaucoup de lumière. C'est ce qui sert à pouvoir voir tous les détails, les contrastes, toutes les petites choses, toutes les finesses, ce qui vous permet de lire, écrire, et ça permet aussi de voir les couleurs.
Donc, si vous m'avez bien suivi et tous bien compris ce que je venais de dire, est-ce que quelqu'un va pouvoir me dire pourquoi la nuit, on dit que tous les chats sont gris? Pas de lumière, exactement. En fait, qui voit les couleurs? Ce sont les cônes. Or, les cônes, pour bien fonctionner, ont besoin de beaucoup de lumière. Qu'est-ce qui fait défaut la nuit? C'est bien ça, la lumière. C'est QFD, on ne voit pas les couleurs. Donc, pour pouvoir tester mes lunettes, j'ai besoin de personnes que notre ami Charles va appeler. On a choisi au hasard. Stéphane. Le hasard nous oblige à être un peu paritaire. Audrey. Antonio. Et normalement, alors, roulement de tambour, parce que quand même de temps en temps il y a un peu de hasard, François Reich de Cheetah Technologies. Donc, Stéphane, on va... Stéphane en premier. Oui. Tu donnes les lunettes ou Non, c'est moi qui donne, c'est moi qui explique. D'accord. Excuse-moi. Hein. Voilà. Bon, je te laisse, moi je monte les slides. Donc Stéphane en premier, comme ça moi je sais. Après Audrey juste à côté. Antonio juste à côté. Et le regagnant juste après. Donc là, on va commencer toutes les pathologies dont ils vont essayer une lunettes. Ça peut être aussi bien dû au glaucome qu'au diabète, suivant les stades. Donc, on va partir sur le champ visuel. On va perdre le champ visuel suite à une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire que les bâtonnets se détruisent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, les gens vont vont perdre la vue au fur et à mesure jusqu'à ce que le trou se réduise. La seconde paire, c'est aggravation. Tu passes le diaporama. Ok. Tu peux montrer la vidéo? Hop. Non, c'est le diaporama. Oui, le diaporama. Pardon. Tu peux afficher là. Si vous avez des commentaires à faire. Ah bah alors la première c'est très bizarre, on voit que des tout petits bouts de la salle, mais minuscules, vous n'avez pas idée. Je pense que si je voyais 5-6 personnes sur une largeur de rang, c'était le max. Et la deuxième, on voit juste rien. T'as vu quelque chose toi? On voit la lumière quand même, on voit quelques nuances, donc on voit les spots et puis... Donc, on a vu sur la rétinite pigmentaire. Maintenant, on peut perdre aussi la vue suite à un AVC. Donc, soit avec un AVC, on n'a rien aux yeux et tant mieux, soit c'est pas de chance. On a quelque chose, ça sera une perte du champ gauche ou du champ droit et myopie gauche ou droite. Mais là aussi, encore deux cas. Soit c'est bref dans le temps et vous récupérez très vite votre vue, soit c'est vraiment pas de bol, c'est pérenne. C'est vraiment rare. Wow. Dans l'autre sens, après. C'est compliqué en fait. J'ai un œil qui voit à moitié, N'importe, j'ai l'autre qui voit rien. C'est très... Merci. Dans l'autre sens, Stéphane. Bon, je pense qu'on peut faire du JavaScript quand même là, avec ça. En fait, avec ce type de vue, enfin surtout la première, quand on voit en tube, on peut faire encore du travail de très près, mais c'est compliqué pour se déplacer parce qu'en fait, on va voir le nom de la rue qui est affiché au loin, mais on va se prendre la poubelle parce qu'elle n'est pas dans notre champ de vision. Donc voilà. On va continuer, on a vu le champ visuel, maintenant on va voir la vue. Cette paire-là, c'est juste la limite pour ne pas conduire. C'est-à-dire que votre vue, elle baisse et on ne s'en rend pas compte parce que votre cerveau pâlit.
On peut toujours comparer aussi à l'audition. Votre ouïe baisse, on ne se rend pas compte, on monte le volume de la télé, le volume de la radio, puis jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui tape au mur en disant « Eh oh, t'es sourd ou quoi ?» Là, on ne va pas dire « Eh oh, tu deviens miro ou quoi ?» D'où l'importance d'aller chez son ophtalmo une fois par an ou tous les 2 ans. Donc là, c'est juste la limite pour ne pas conduire. Est-ce que tu veux que je mette les slides? Parce que... Bah oui, c'est... D'accord, c'est lequel celui-là? Bah, c'est la suite. Parce qu'en fait, Donne-moi le nom. c'est marqué dessus. Oui. À chaque fois, les noms. Ouais, Mais j'ai JavaScript, pas de mémoire, toujours. tu sais. Donc, Oh, mais ça se voit. c'est dis-moi marqué. lequel. Bah, tu continues. Là, normalement, on a vu la perte du... Ah oui, ça on a vu. Voilà. Et Vous avez vu maintenant, celui-là? comme ça explique aux personnes qui n'essayent pas les lunettes. Ça on a vu. Voilà. La, Tu veux venir? la paire suivante, c'est quelqu'un qui est atteint de cataracte. Donc là, nos amis font une expérience sous la lumière, donc bien éclairée et tout. S'ils étaient dans le fond, la vue serait différente. En fait, c'est tout brouillé. Je vois de la lumière, je distingue vaguement quelques trucs, et puis alors j'ai plein de cercles dessus. Tiens. Ouais, de très près, à la rigueur. Ouais. Mais vous savez qu'il y a des codeurs qui sont aveugles. Hein. Moi, là-bas, je suis quand même analyste programmeur et développeur d'applications. Et je suis malvoyante, donc c'est possible. La suivante. La suivante, c'est la dégénérescence maculaire. J'imagine que vous avez tous entendu parler de la DMLA. Oui. Et donc en fait, c'est l'opposé de la toute première paire, c'est-à-dire que ce sont les cônes qui se détruisent de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, soit c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge, soit c'est une dégénérescence maculaire parce que les parents sont porteurs sains du gène, donnent le gène, chacun le gène à l'enfant, qui va le développer, il aura 13, 14, 15 ans. Stéphane, aggravation. Et on peut développer aussi la maladie à 35, 40 ans. Donc, vous êtes pilote de ligne, chef de cuisine, vous êtes obligé de changer de profession. Attention, cécité ne rime pas avec incapacité ni débilité. Je vous accorde, on a nos débiles, mais vous les bienvoyants aussi. Enfin. Alors là, en fait, c'était très très bizarre. On voyait sur les côtés et au milieu, on voyait rien. C'est une bande noire là. Je claque. C'est très curieux, très. On peut plus lire en fait. Ouais, mais c'est ceux du dernier rang qui regardent Twitter. Donc là, ça devient compliqué, c'est sûr. On peut se mouvoir facilement, mais pour lire, c'est très compliqué. Du coup, on fait autrement. Il y a le braille, il y a des tas de choses. Du coup, on va parler un petit peu d'informatique, puisqu'on est là pour ça aussi. C'est dire, coder proprement, messieurs, mesdames. N'oubliez pas certaines choses, parce que sinon, moi, je n'aurais pas les informations. Je suis déficiente visuelle. En fait, c'est ma pathologie qui est en train de passer. Et donc, je ne peux plus lire en noir. Donc, on va continuer en même temps. Je vais expliquer pourquoi des choses. Donc, ils ont vu le champ visuel. La vue, hop, on se fait plaisir, on fait les deux en même temps. Soit c'est une aggravation des pathologies, soit c'est aussi, comme je vous ai parlé, ça peut être dû au diabète, donc une rétinopathie diabétique à un stade bien avancé. Donc, en fait, quand... Commentaire? Non, c'est pas ça. Donc en fait, on se rend compte, par exemple, on a parlé des informations qu'on trouvait sur des sites web ou ou sur des applications métiers. L'important, c'est pour le confort du travail, le bien-être, il faut que je puisse travailler sur la même application que mon collègue. Donc attention, si une application est accessible, si dans la nuit on fait l'évolution de l'application parce que c'est normal de faire évoluer, pensez toujours à l'accessibilité. Il ne faut pas que moi le lendemain, enfin je dis moi façon de parler, j'arrive et puis on a fait évoluer l'application, puis hop, on a oublié l'accessibilité, je ne peux plus travailler, je me retrouve au placard.
Donc au niveau bien-être, confort, c'est pas terrible. Ici, c'est une autre paire de lunettes. Il n'y a qu'un œil qui voit. Sauf que là aussi, la limite pour ne pas conduire. Donc là, vous allez perdre la notion de relief, de 3D. Si quelqu'un ne voit que d'un œil, vous ne lui dites pas hey, « tu viens, on va aller voir un film en 3D », il va dire « tu vas tout seul ». Donc c'est problématique pour les distances, les volumes, et puis notamment pour les marges de trottoir. Du coup, au niveau informatique, notamment pour les images, on adore les images, c'est génial, c'est génial. Mais je vous en supplie, en HTML, pensez à remplir les balises alt. Sinon, dans les oreilles, c'est graphique, 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 avec un numéro, blablabla, les chiffres, c'est pas très intéressant. Donc la balise alt, je vous en supplie, quand c'est une image, admettons, vous faites un site pour une jardinerie, vous voulez mettre par exemple un petit arrosoir, un petit râteau, tout ça, pour faire beau, vous mettez la balise alt à vide avec guillemets, guillemets, c'est bon, moi ça glisse, mon curseur glisse, je ne sais pas, vous avez mis ça, et c'est bon. En revanche, si c'est une information qui est très importante, par exemple, Steven lance une invitation en disant « Ce soir, je fais une super fête » et il fait une belle image, ça fait très beau. Sauf que, c'est Audrey, pardon. Audrey, elle a un super ordinateur, mais il n'y a pas de connexion, c'est un peu lourd, c'est le très bas débit. Donc la photo de Steven ne va pas apparaître à l'écran, et donc Audrey, pas de bol, elle ne pourra pas aller à la super soirée. Du coup, merci Stéphane. Hein. Du coup, d'où l'importance de remplir la balise alt, parce que Audrey, son ordinateur ne charge pas l'image. Or, la balise alt étant remplie parce que Stephen est formidable. C'est vrai, c'est indiscutable. Et donc, il aura bien donné toutes les informations importantes et Audrey ira à la fête. Donc, en fait, la balise alt, c'est quand on ne charge pas la photo, mais en même temps, le lecteur d'écran, il se fiche de la photo, il va lire la balise alt. Voilà l'intérêt des balises alt. Et Google, pour le référentiel, il adore ça. Mais nous, les déficients visuels, je vous explique c'est une explication. La dernière de cette série, c'est perception lumineuse. Vous mettez les lunettes, vous mettez les mains devant, vous les ôtez, vous voyez la différence entre le jour et la nuit. Ça vous permet de savoir qu'un plafonnier est allumé et de vous diriger vers une baie vitrée. Il faut savoir qu'il y en a qui n'ont même pas ça du tout. En parlant de code, parce que j'en profitais pour prêcher la bonne parole, vous connaissez tous les balises H1, H2 jusqu'à H6. Donc, surtout, prenez-les dans l'ordre. Parce que si je passe de H1 à H4, moi, dans l'oreille, j'aurai titre de niveau 1, Devox France. Donc, c'est écrit, admettons, taille 18, caractère gras. Titre de niveau 2, Palais des Congrès, vendredi 19. Donc, ça sera... moi, ça va être titre de niveau 2. Donc, admettons, taille 14, italique, etc. Si vous trouvez que le H4 est plus joli au visuel, au lieu de mettre H2, vous allez mettre H4. Sauf que moi, ça va me dire titre de niveau 4. Je vais dire, le 2 et le 3, il est où? Donc, il y a une cohérence. Alors, soit vous voulez changer sur le style, allez jouer avec le CSS. Si. T'as pas fait une formation CSS il n'y a pas longtemps? Alors, je comprends pas. Mais j'ai rien compris. Antonio, il faut que je dise, il y a des problèmes de maltraitance vis-à-vis de la communauté JavaScript. Les deux dernières paires de lunettes sont pas trop mal non plus. En fait, c'est de la diplopie. Vous avez de la diplopie parce que vous avez une tumeur ou un kyste derrière l'œil. On opère, c'est obligatoire. Vous avez aussi de la diplopie parce que vous avez une petite fracture du crâne, une légère hémorragie au cerveau. Là, vous allez voir votre médecin qui va vous dire qu'il faut être un gentil patient qui patiente, on ne peut rien faire, vous êtes surveillé, mais on attend que ça se passe. Vous pouvez aussi avoir de la diplopie parce que vous avez un peu de tension dans l'œil, un peu de fatigue. On peut vous préconiser des piqûres de cortisone et rapidement, vous allez récupérer votre vue. Si vraiment on n'arrive pas à corriger la diplopie, on va vous mettre des prismes sur les verres. Je vais passer une paire de lunettes Steven et à le regagnant. Ça passe dans les deux sens. On les met moins longtemps, mais ce n'est pas les mêmes. On les met moins longtemps, justement à cause du ouf.
Non, mais attention. Hein. Donc, je montrais par supposition, et là, je montre par latéralité. Voilà. En fait, la diplopie, c'est ça, on voit double. Quand c'est l'un à côté de l'autre, quelle est la voiture qui m'écrase? Et quand c'est l'un au-dessus de l'autre, c'est compliqué. Et vous savez quoi? Il y en a qui ont les deux en même temps, en 4. Donc je pense que tous les 4, vous avez bien compris, d'où l'importance qu'avec certaines pathologies, on ne peut pas voir l'écran, on ne peut pas le lire, d'où l'importance de l'accessibilité numérique. C'est pas compliqué, alors on va revenir sur le HTML. Il suffit aussi de commencer la toute première phrase par mettre la langue à français. Parce que c'est mon lecteur d'écran, s'il détecte un mot anglais ou allemand, et hop, il va partir en vrille et il va venir avec l'accent. Et on a une vidéo qui traite l'exemple. Désolé, on m'a obligé. Valerie Hackert. Titre de niveau 1. Valerie Hackert. Titre de niveau 4. From AlphaSense.fr. AlphaSense. Sensibilisation et grave la déficience visuelle en vous permettent d'essayer pour voir. Differentes lunettes simulant diverses pathologies du handicap visual et sensibilisation et grave l'accessibilité numérique web portals. Log. UN. http://www.alphasense.fr/. Essayez de deviner quel site c'est. Devox. Donc, tout ça parce qu'il n'y a pas la balise FR sur la première ligne. Et en même temps, si on écoute bien, enfin moi j'ai l'oreille affûtée, c'est qu'ils sont passés de T1 à T4 directement. Ils ont la totale. Valerie Hackert. Titre de niveau 1. Valerie Hackert. Titre de niveau 4. From AlphaSense.fr. AlphaSense. Sensibilisation et grave la déficience visuelle en vous permettent d'essayer pour voir. Differentes lunettes simulant diverses pathologies du handicap visual et sensibilisation et grave l'accessibilité numérique web portals. Log. UN. http://www.alphasense.fr/. Non, mais avant, ils ne savaient pas. Oui, mais maintenant, on n'a plus d'excuses. Absolument. Mince. Des questions? Bon, eh ben, merci. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Ça a été. C'est ce que tu voulais? T'aider à descendre, mais je sais que... C'est bon. Attention, hop, la barre est là. Non, toi, tu vas rester. Bah oui, je sais pas, tu vas nous dire des trucs? À ta place? Non, non, mais... C'est là. T'es sûr? Vraiment, tu veux pas rester? Bon, allez. On applaudit François, s'il vous plaît. Ouais. Donc là, normalement... Ouais. Ah, non. Il y a encore beaucoup à faire côté accessibilité. And now I'm switching to English because our next speaker is an Englishman, a person I admire a lot personally, David Mitton. Welcome. So, David is the VP. Oh, no, I said... Oh, He accepts to... sorry. Come on, I'm talking about the dark... Ok, je recommence. He accepts to cross the channel in this dark day of Brexit in order to share with us some good advice on how to deal with priority. Now you go. And now it's me. David is VP Product Engineering, That's right. yeah, at StackPath, which is a startup on edge security based in Dallas, USA. Yep. And before you were the CEO and co-founder of Server Density, software as a service infrastructure monitoring startup based in London that was acquired last year, right? Last year, yeah. So, what are you going to talk about? Charles is going to say it. Yeah. The script. Yeah. It's your No, script. it's not a script. Okay, I'm going back. Yeah.
So, David. startup fund in 2000. No, you But already I said had that. already said that Oh, yeah, sorry. with my own words. Your own word. So you're entitled to use your own word. Yeah. Okay. So he's a great person. So No, yeah, we okay, didn't. Yeah. So David, you built the original version of Server Density, including the open source monitoring agent and custom time series database. And you also started the HumanOps community, which runs a series of events around the world, and which you're going to talk about now. Thank you very much. Devoxian, please welcome David Newton. Newton. Good morning, everyone. So my name's David. Today I'm going to tell you a little bit about HumanOps, what it is, and where it came from, and how maybe you can try and implement HumanOps principles at your own companies. So exactly 10 years ago this month, I started Server Density, April 2009. And over that 10-year period, the software I built has probably woken up tens of thousands of people. And after a couple of years, we kind of thought this wasn't really that cool. Probably many of you have been woken up in the middle of the night. You've been paged. You've got a message saying some system is broken, something is down, and you need to go and fix it. The problem is that within the technical community that we have, there is very little consideration of the long-term impacts of this kind of event. Being woken up, it's not very nice. If it's at 1 a.m., maybe you get to go back to bed and get a few hours of sleep. But there's often this kind of idea of technical operations, DevOps, sysadmins being superheroes. That's considered to be a good thing. And actually, when you think about it, you can implement systems and ideas and processes to mitigate the problems of being woken up, affecting your family, affecting your own sleep, or even just affecting the next day of work when you have to go into the office. So we came up with this idea of HumanOps, and the idea is that complicated systems are difficult. It's inherent that there are going to be problems. And sometimes when you get woken up, it does require a heroic effort. But these kind of incidents should be rare, and they should be minimized. And when it does happen, because it will, there's no such thing as 100% uptime. When these incidents happen, you should be able to use the ideas of HumanOps to mitigate those effects. And so we created a name, HumanOps, and we started a few events around the world. We got some companies in and governments to come and talk about how they do it so that we can share the best practices within the community. And really, this is about thinking about the human side of designing high availability systems, not as a separate element, but just as important as all the cool technologies, all the latest things that you deploy. The human aspect should be the same thing. Maybe UK government's not a good example anymore, but Etsy, Facebook, Spotify, and big organizations, they do this. They do this all the time. They understand that their teams are important, and they should invest in the processes to make sure that their teams are effective. So we came up with a couple of, or 4 key principles. They all link together. The first of these is quite obvious. Humans build and operate these systems, and the systems have a critical business impact. Humans require downtime. You have to sleep, you get tired, and you get stressed. And as a result of that, because those tired humans are operating critical systems, the well-being of the humans affect system operations. And as a result of that, human well-being has a direct impact on critical business systems. And it's this last point that's important because it's not just about giving people time off and having loads of sleep and not doing any work. There is actually a business case for this. Because the reason why we're waking people up is because these systems are important. They probably generate a lot of revenue. There are lots of users making use of the system. And any downtime will result in poor reputation. Downtime is caused by unreliable systems. Unhealthy teams impact reliability. And as a result,
unhealthy teams mean a loss in reputation, revenue, and users. And this link is really important to make the business case for why you should implement these systems. And really, it's about human issues being the same as system issues. We have different metrics. We'll come on to metrics in a few minutes. But system issues are typically thought of as things like SLAs, uptime percentages, and response time. And you can think about human issues as being the number of times you have to manually go and fix something, or how many alerts you get in the middle of the night. And these are all things that can be measured. And so when you're thinking about the overall health of the system, it has to include the health of the humans running the system, not just the system metrics. So there's a few areas that we're going to go through about how you can actually apply these principles. So the first of these is on-call. It's where this all started. And there's a few questions you can ask internally about how you're dealing with this. So for example, how is the workload shared? When you get paged, is it just you dealing with it? And how long are you on call for? It's reasonable perhaps to expect someone to be on call for a couple of days, depending on how many times they get paged, of course. But then as the days go by, are you sharing that workload out to your colleagues? Are you on call for a week and then you're off for a period of time? At Server Density, we did this with just 6 people in the team. We had people on call for 1 week and then 6 weeks off. It's not fair to be on call for weeks and months and years. This gets easier as you have a larger company, of course, but it can still be done even in the smallest startup. And then there's things like automatic time off after an incident. It's no good waking someone up at 5 a.m., having them deal with an incident, and then expecting them to come into work and do a full day of their normal productivity. Or if they spend their Sunday fixing a system issue, why are you expecting them to come in on Monday? And then perhaps the most important thing long-term is prioritizing these issues so that when people are woken up, you understand what caused that problem, and then you prioritize it so that that's the next thing in your backlog that gets fixed. So it doesn't keep happening again and again and again. And then we talked a little bit about metrics, and this is how you can decide whether something is improving over time. Do you know what your normal level of alerting is? Really, you don't want to be getting hundreds of emails that you're just ignoring and putting into a filter. That is a poor level of baseline alerting because you're just ignoring it. But that's quite different from being woken up constantly. So understanding what the baseline is, and then over time seeing that trend down, so there are fewer and fewer alerts. It's almost impossible to get to 0, at least over a long period of time. But you can reasonably expect to only have critical incidents maybe once or twice a month, if less than that. And then so that you can make the business case for this, these metrics have to link to things like revenue, user engagement, or the Net Promoter Score. So understanding how incidents affect the satisfaction of your users and the baseline revenue, the bottom line revenue. Documentation is something that a lot of us don't enjoy writing. It's often out of date. But this comes up when you have, particularly when you have a larger team, where the understanding of the system is not just in someone's head. As you hire more people and you're onboarding them, how do they get on board with the system? How do they know what they need to do, how things work? Checklists are a really interesting technology, something that has been used in the aviation industry for a very long time. And following a book called The Checklist Manifesto by a doctor, Atul Gawande, this is also starting to be introduced into the medical industry. And the principle behind checklists is that in a highly stressful scenario, such as an engine being on fire, you don't want to have to remember the correct things to do and the right order to do them in. And you will probably know, but the stress adds an element which makes people forget,
or do things incorrectly. Using a checklist is a very simple way to make sure the right steps are taken and nothing is missed. And if you look at any of perhaps the older aircraft crash investigation reports, you can see how the checklists play into making the difference between a successful outcome where the aircraft and the passengers survive versus a scenario where there are no survivors. And just a couple of days ago, a 10-year study was published in the British Journal of Surgery about a large-scale trial that was done in Scotland showing how the use of checklists in surgical procedures were able to significantly reduce the number of what they call medical events, basically unwanted deaths or serious injuries resulting from surgery just caused by human error. So this can be implemented in the procedures that you follow when dealing with an incident. It can just be as simple as when you get an alert, you log into a Slack chat room, you create a Jira ticket, and you post a status update. Those are the simple things, but you'd be surprised how many people forget to do one of those things, whether it's the public status update, telling the support team, or even just creating an incident Jira ticket so you can track what's going on. Documentation also has to be up to date to be useful. The worst time to find out when something is out of date is in the middle of an incident. And so part of your QA and your testing process should really include the documentation as well. It's not just do the tests pass and can users log in or whatever the acceptance criteria is the documentation up to date as well. And just like backups, documentation is not valid unless you can actually test it and you verified that it works. Now, alerts, this is kind of right at the beginning from where it all came from. And the key point for alerting is not that you're receiving an alert, it's that is an alert actionable? Because if you're receiving an alert from a system, what are you going to do with it? What is the point of just being told something where you don't actually have to do something? Where there's nothing for you to do, usually that scenario can be automated, so there's no need to tell a human or interrupt them. So that means all alerts that come in should be actionable, particularly if they're waking people up. The worst thing you can have is being woken up to find out that the system has recovered itself or there's nothing you can do because it's not an important alert. And this is kind of the idea behind the site reliability engineering movement or profession, which is thinking more about how you can use programming and scripting and proper formal systems to automate a lot of the operations processes so that alerts don't need to go to a human. And when they do that as a last resort, they can actually go through the system and the system can solve the problems itself. But when you do get an alert, you need to know what to do with that information. And this is kind of where the documentation comes in. And often the tool that's used is called a runbook, whether that's in the alert itself, so you just read the alert email, for example, and it tells you what you need to do, or you're copying the alert description into Wiki or some other documentation system. The idea here is that you don't have to know the system off by heart in your head to be able to resolve the problem. Does that alert contain sufficient information for you to be able to diagnose the problem and pinpoint and then fix it quickly? We've probably all seen the flood of alerts where some critical component has broken and then everything is down and you get hundreds of alerts and you've got a sudden flood and it makes it very, very difficult to diagnose and figure out exactly where that problem is. And this is where simulation comes in as well. Again, thinking about the aviation industry, the number of hours that go into training pilots in simulations of events that will probably never happen means that when, on those very small occasions where they do, the people involved know exactly what they should be doing. Not just know, it's been trained into them so that they can do it automatically. And simulation of incident response can be done in a systematic way with technical operations as well.
This is about simulating a realistic outage or a problem within the system, obviously not in the real system, but in a staging environment, so that all the people who are involved in that incident response know exactly what they need to do and how they should do it. And this allows you to test things like the communication with customers, with a support team, and anyone else internally who needs to know. And also allows you to think about what you need to do if your tools are down. So this is where you think about some interesting failure scenarios of the dependencies of your systems. For example, if, like last week, Google had an outage, or like a couple of days ago, Google had an outage of their login system. The OAuth allows you to use G Suite to log into other applications. And if you're also using G Suite to log into Slack, and to log into PagerDuty, and maybe even to log into SSH, what happens when that is down, and then you have an outage? Or if all of your systems are hosted on AWS, and Slack is also hosted on AWS, what happens when you have an outage in the same zone or the region that your communication tools are also running in? The big organizations like Google do this on an extreme scale, where they switch off the entire office. For example, they've run simulations where they would completely switch off the Mountain View campus, and the rest of the offices around the world have to coordinate an incident response. That's extreme level testing of resiliency of all their systems. And it's almost like a chaos monkey for offices. It's a really interesting way of testing your redundancy and reliability. And obviously, you can build up to that. But these are the kind of things and the dependencies and things within your systems that only get found out when there's an incident. So really, the idea behind HumanOps is to provide this kind of framework so technical operations teams understand the kind of things they need to be focusing on the processes and the systems, but also making sure that the human side of infrastructure is considered in exactly the same way as the systems. Because spending money on fancy equipment, if you're buying your own equipment, or huge amounts of money on cloud environments, spending support licenses for the different software that you might be using, what is the point of doing that if you can't actually operate the system to the same level because you haven't put the same amount of thought, investment, and money into the teams that are actually running it? So that's the idea behind HumanOps. We run events around the world, and it's modeled off DevOps Days. So if you're interested in running your own conference, you can take the name, you can bring people in. We've had speakers from Google, Facebook, Spotify, come in and explain how they're doing things. And the idea is to teach people and to share the ideas that the big companies have so that everybody can implement this in their own systems, so that it's not just left to technical operations to stay up all night fixing problems. And this really becomes a problem that is solved by the whole business. Thank you very much. Ah, j'arrive. Quel stress pour que je monte. Thank you very much. Thank you very much, David. Have a nice trip back. So, yeah, Jérôme. Non, mais tu dois faire ton entrée. Non, non, Ouais. je retourne. Oui, on va accueillir tout de suite Jérôme Petazzoni. Un fort applaudissement. Je vais essayer de reprendre pied. Attends 2 secondes, je vais essayer un test. Allez. Putain, ils dorment. Hein. Attends, je recommence. Bon, Donc, allez. oui. Donc, Jérôme Petazzoni. Hop là, attention. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais pieds nus en plus Donc qu'est-ce que tu fais avec Jérôme, des chaussures ouais, bah, c'est très bien. Jérôme, donc t'as fait partie de l'équipe qui a conçu et popularisé Docker, et t'as passé 7 ans. Pour applaudissements. T'as passé 7 ans dans les startups californiennes. T'as fait tourner
des containers en prod quand personne ne le faisait. Tu as formé des milliers de personnes dans le monde au container et l'orchestration. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ici parmi dans la salle? Bah, moi, oui. Mais c'est sûr que derrière, là, dans d'autres salles, il y en a. Et voilà. Alors, non, je te reprends, mais remercie. d'abord, je vais faire la version courte. Avant Docker, tu avais cofondé l'hébergeur Enix, porté plusieurs casquettes dans le domaine de l'encodage, du streaming vidéo, des systèmes géographiques, de la fibre optique et de la voix sur IP. Rien que ça. Et ouais. Lui, il a lu le texte. Jérôme, une rumeur voudrait que tu possèdes de nombreux instruments de musique sur lesquels tu seras en capacité de massacrer un thème cher à mon cœur, celui de Zelda. Rumeur exacte, malheureusement. Et donc aujourd'hui, Jérôme vient pas parler container, ne vient pas parler orchestration ni musique, mais tu vas parler du refactoring. Donc notamment celui qui a été le plus difficile de sa carrière. Un applaudissement, Jérôme Catassoni. Juste les slides. Les slides. Bonjour. En effet, il y a peut-être un jour où j'entrerai sur scène en massacrant le thème de Zelda, mais rassurez-vous, ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de refactoring. Vous allez avoir un petit QR code à l'écran qui va vers mes slides dans lesquels il y a plein de liens. Et si vous n'avez pas le temps de le scanner maintenant, il sera aussi à la fin de la présentation. Voilà. Donc je suis... J'avais prévenu, ce serait rapide. Donc je suis Jérôme Petazzoni, j'ai passé, ça fait plus de 30 ans que je fais du code, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et ça fait presque 20 ans que je le fais professionnellement. Professionnellement, ça veut dire qu'il y a des gens assez inconscients pour me donner de l'argent pour ça. Et puis sur ces 20 années, j'en ai passé 7 chez Docker, en effet, et pendant tout ce temps-là, j'ai refactoré plein de choses. Je suis allé trouver des bugs dans la stack HTTP de Node.js, j'ai fait des descentes en rappel dans le code du kernel sans trop savoir ce que je faisais là. Mais le refactoring le plus difficile que j'ai jamais fait, c'est les 2 dernières années chez Docker où je me suis battu avec une dépression et un burn-out. Donc c'est ça dont je vais parler parce que le reste, franchement, c'était de la gnognotte. Donc je vais parler de dépression et de burn-out et plus précisément, je vais parler de ma dépression et mon burn-out parce que c'est des choses qui se manifestent de manière différente chez chacune et chacun. Donc l'expérience que j'ai eue, je ne prétends pas qu'elle soit universelle. Je vais juste vous raconter mon histoire. Et donc voilà un petit peu le plan pour ce matin. Ça va être très classique en 3 parties. Avant, pendant, après. Je vais vous raconter ce que j'ai appris sur le sujet avant, d'y être moi-même concerné, et puis le bilan après, et entre autres ce que j'aurais aimé savoir avant, histoire d'être mieux préparé. Donc commençons par le avant. J'ai eu la chance de tomber par hasard sur des blog posts, des talks super intéressants sur la question, comme par exemple Dev and Depression de Greg Boggs, où il parle d'un désordre bipolaire type 2. C'était fascinant. Et puis en 2014, lors de la conférence Scale à Los Angeles, Burnout and Ops de Lars Leitonen, que je vous conseille aussi si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment un talk formidable. Et puis Smoke de Carlos Flores. Smoke, c'était un talk sur comment faire du testing avec des script shells, qui sont 2 sujets aussi chers à mon cœur. Et puis l'année d'après, à la même conférence Scale, j'apprends que Carlos ne fera plus jamais de talk, parce que malheureusement, il a quitté son travail et il a mis fin à ses jours. Quand j'apprends ça, en fait, je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis je m'assois comme ça sur mon lit et je pleure un bon moment, sans trop savoir pourquoi, parce que en fait, Carlo, j'avais vu son talk l'année d'avant, mais on ne se connaissait pas personnellement, c'était pas un pote ou quoi. Donc je me demande pourquoi est-ce que je suis autant affecté par ça. Et puis, en réfléchissant, je pense que j'étais affecté parce que j'étais concerné, parce que même si on ne se connaissait pas personnellement, il était ops, on-call, sur des infrastructures assez lourdes, comme moi, juste avant de devenir évangéliste. Et donc, je me sens concerné un petit peu comme quand les chauffeurs de bus se mettent en grève, parce qu'il y en a un qui s'est fait agresser, en fait. On se dit, ça aurait pu être moi. Donc je fais pas mal de recherches. J'apprends qu'une personne sur 5 aux États-Unis souffre de troubles mentaux. En France, on fait ni mieux ni moins bien, c'est pareil, 1 sur 5. J'apprends aussi qu'il y a 3 fois plus de morts par suicide que par accident de la route en France. C'est des chiffres quand même qui font réfléchir. Une période sur 5, je vous invite à jeter un coup d'œil bienveillant à la personne assise à votre gauche, à votre droite, devant vous et derrière vous. Sur ces 5 personnes, enfin sur vous et les personnes qui sont autour de vous, ça veut dire qu'il y a une personne qui, à un moment donné de sa vie, a fait face ou va faire face à une dépression ou à un trouble mental aussi. Alors qu'est-ce qu'on entend par trouble mental ?
C'est pas seulement la dépression, ça peut aussi être l'anxiété, par exemple. Vous allez me dire, oui, on est tous des fois un petit peu anxieux un jour ou l'autre. Non, là, on parle de choses qui sont suffisamment fortes pour que ça affecte votre vie et que, par exemple, ça vous empêche carrément de travailler. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Alors je lis plein de docs et donc j'apprends plein de choses sur comment ça marche, la chimie du cerveau, la dopamine, la sérotonine, etc. Il y a un très très bon cours d'un neurobiologiste à Stanford, Robert Sapolsky, qui est dispo sur YouTube gratuitement et qui m'apprend entre autres que la dépression a des causes potentiellement biologiques, mais ça peut aussi être lié à des événements et après les deux en fait s'alimentent. C'est un petit peu comme un cercle vicieux. Bon, avec tout ce que j'avais lu, on pourrait croire que c'est bon, je suis paré, tout va bien. En fait, non. C'est pareil, hein, vous pouvez toujours regarder toutes les vidéos de Kung Fu que vous voulez sur YouTube, c'est pas ça qui fera de vous une ceinture noire de karaté. Alors comment ça s'est passé ? Il y a eu un petit peu la création d'un terrain. C'est que j'avais un emploi du temps un petit peu chargé chez Docker, pour le moins qu'on puisse dire. En un an, j'ai donné presque 100 talks de mi-2014 à mi-2015. On a fait le Docker Tour de France fin 2015. C'était pendant 2 semaines, juste autour de la période de Noël. Plus de 2 talks par jour. C'était génial, parce que déjà, j'ai pu rentrer voir ma famille pour Noël. Et puis parce que j'ai fait plein de rencontres extraordinaires partout en France, de gens qui s'intéressaient de près ou de loin à Docker. Pareil, on a fait le Docker Tour du Monde. On n'a pas appelé ça comme ça, mais en quelques mois, je suis allé en Chine, en Russie, en Brésil. J'ai forgé des amitiés qui durent encore aujourd'hui et pareil, des rencontres et des échanges extraordinaires. Je ne regrette rien. Mais évidemment, tout ça, ça a été fatigant. C'est pas anodin. Et puis avec le recul, comme ça, en voyant ça, on se dit bah oui, dis donc Coco, là, t'as peut-être un petit peu tiré un peu fort. À l'époque, c'était difficile de savoir que c'était beaucoup parce que je n'avais pas de repères, je n'avais pas de point de comparaison pour savoir combien de talks un évangéliste doit donner par mois, par an. Donc ça paraissait à peu près normal tout ça finalement. Puis les premiers symptômes apparaissent fin 2015. Je suis en train de préparer un gros talk pour Amazon Reinvent, la grosse conférence d'Amazon. Je crois que c'est 30 000 personnes, donc vous imaginez 10 fois des Vox. Donc un peu la pression quand même, et comme je sais que j'ai une grosse tendance à procrastiner et à tout faire au dernier moment, je me dis bon là si je fais tout au dernier moment je vais me planter, donc je bloque 3 semaines dans mon agenda, je me book une salle de réunion et je me dis je vais passer 3 semaines dans cette salle à faire uniquement la préparation de mon talk. 2 semaines passent et là j'avais rien fait. Pourtant j'étais bienvenu, consciencieusement et tout, hein, mais angoisse de la page blanche, au bout de 2 semaines, j'avais 3 pauvres lignes dans un pauvre fichier TXT, donc autrement dire rien. Je commence à paniquer un peu et je me dis bon, il y aura un problème. Je prends un rendez-vous chez le médecin que j'ai tout de suite, miracle. Mon médecin me fait plein d'analyses, me dit Coco, t'es en pleine forme. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, ça doit être psychiatrique. Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous chez un psy, pareil, quasiment tout de suite, miracle, qui me dit c'est une dépression, prends des médocs, et puis on se revoit dans 2 mois. Je sais pas trop. Et puis il se trouve qu'à l'époque, je faisais une thérapie pour d'autres raisons. Et la psy qui me suivait donc, depuis un petit moment me dit écoute, je pense pas que tu sois déprimé, bois de l'eau, fais du sport, tu vas voir, ça va passer. Ça fait rire, mais en même temps, c'est une personne qui me suivait depuis un moment, en qui j'avais confiance, et du coup, je l'écoute. Je suis allé faire un tour dans la baie de San Francisco à la nage, je vous raconterai plus tard, bon, c'était intéressant. Et puis, la dernière minute, quelques jours avant cette présentation, tout se débloque, les vannes s'ouvrent, j'écris plus de 100 slides, je fais mes démos, je les enregistre, etc. Je fais un talk qui marche super bien, tout va bien. Je me dis, bon, ça devait être juste un petit coup de fatigue, je ferme le ticket d'incident, tout va bien, on n'en parle plus. On n'en parle plus jusqu'à quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, pendant une mise à jour Java, lors d'une mise à jour Java malencontreuse, je commence à perdre petit à petit le goût des choses. Alors, comment ça se manifeste ? Plein de choses différentes. Par exemple, la photo de gauche, c'était une après-midi, comme ça, à faire la fête sur des bateaux à côté de San Francisco. Donc, vous imaginez, avec plein de gens, des potes et tout, on est sur des bateaux, en train de boire des coups, de s'amuser. C'était quand même plutôt chouette. Et puis, en même temps, à un moment donné, j'avais juste envie d'être plus là, d'être ailleurs. Le problème, c'est ailleurs, c'est où ? Qu'est-ce qui peut être mieux que sur des bateaux, comme ça, dans les bras de la femme qu'on aime ? Je ne sais pas trop. Sous ma couette ? Non, ça n'a pas l'air d'être une bonne proposition. Donc imaginez un petit peu, c'est comme si vous écoutiez la musique de vos artistes préférés ou que vous mangiez vos plats favoris et que vous fassiez « ouais, non, pas terrible ». Donc, à nouveau, sonnette d'alarme, je retourne chez le médecin.
un autre, parce que l'autre n'était pas disponible, qui me dit bah, c'est une dépression, va à la pharmacie chercher tes médocs, on se revoit dans 2 mois. Et puis la communication passe quand même pas très bien. Je pense que j'avais raison de ne pas trop le sentir, parce que plus tard, quand j'ai eu mon dossier médical, j'ai vu que j'étais pas un software engineer, mais un structure engineer. Ok, j'ai un accent vraiment pourri en anglais, mais quand même, c'est pour vous dire à quel point la communication n'était pas super bien passée avec ce médecin-là. Donc pareil, je me dis, plan B, je saute sur une occasion. Ma meilleure amie aux US me dit j'aimerais bien aller visiter la France cet été, la Bretagne, la Normandie. Je lui dis écoute, je suis l'homme de la situation. La Bretagne, j'y suis allé quand j'étais petit, il y a quelques dizaines d'années. La Normandie, je connais des gens, Nicolas qui est là-bas. Donc on y va, je m'improvise guide touristique et puis on passe quelques semaines. Je prends quelques jours de congé par-ci par-là. Je me prends un emploi du temps un peu allégé et ça va nettement mieux. Jusqu'à, malheureusement, quelques mois plus tard, je déménage pour m'installer à Kansas City. Et là, je découvre que je suis devenu ultra sensible au bruit. Les voitures dehors, les gens qui discutent en bas en sortant du bar, etc. Tout ça, ça me fait une sorte de presque douleur physique. Et chaque soir, avant d'aller me coucher, en fait, je pense avec angoisse au moment où je vais entendre tous ces bruits qui vont m'empêcher de dormir et ça va être l'horreur. Alors, quand on va pas très bien, déjà on va pas très bien de base, mais quand en plus on n'arrive pas à dormir, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc, il me faut 1 mois pour arriver à me bouger et arriver à prendre un rendez-vous chez le médecin. J'y vais, qui me dit c'est une dépression. Donc cette fois-ci, je me dis bon, je vais peut-être quand même le croire. Et puis je commence les médicaments, je commence à prendre des antidépresseurs. Alors petit retour d'expérience sur les antidépresseurs. J'ai testé pour vous 3 molécules différentes. D'abord la fluoxétine, que vous connaissez sûrement sur le nom de Prozac. Normalement, ça fait aller un petit peu mieux. Malheureusement, dans mon cas, ça n'a rien fait du tout. Ça a presque peut-être même empiré les choses. J'allais pas mieux. Et comme je savais que ça prendrait un petit moment avant d'agir, donc je suis resté sur mon traitement comme ça, bravement. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, quand même, quelqu'un me dise tu sais, si au bout de 3 mois ça va pas mieux, tu devrais peut-être demander à ton médecin de changer. Je dis, bon, ok. J'essaye la mirtazapine. Là, ça marche un petit peu mieux. Bon, il y a des petits effets secondaires un peu gênants. L'impression des fois d'avoir les effets négatifs d'être ivre, mais sans les effets positifs, pour autant qu'il y en ait. Donc des vertiges, perte d'équilibre, etc. Mais quand même un regain d'énergie significatif. Mais avec une impression d'instabilité, un peu comme une marionnette avec des élastiques super tirés, ou un petit peu ma métaphore favorite, c'est que j'avais l'impression d'être Iron Man, mais avec une barre de plutonium à la place de son réacteur, là, et que ça allait pouvoir péter à tout moment. Mais quand même, il y a du mieux. Et du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il faut encore changer de crèmerie. Je prends de la duloxétine. Et là, ça va nettement mieux. Je me remets à avoir une vie plus normale, disons. Après quelques petits ajustements, mais ça va mieux. Alors, comment ça se passait pendant tout ce temps-là, le boulot ? À la fois bien et pas bien. De toute cette période-là, donc pendant facilement 6 mois, ma productivité a pris un sacré coup dans l'aile. En fait, j'arrivais à être réactif, c'est-à-dire que si on me posait des questions, si on me disait là on fait un call, etc., pas de problème, j'étais là, je répondais aux questions, tout va bien. Par contre, quand il fallait créer, c'était complètement impossible. Arriver à trouver des nouvelles solutions, imaginer des choses, écrire un talk, un abstract, là, c'était mort. J'arrivais encore à parler en public, mais ça me demandait des efforts considérables. Et heureusement, en fait, comme j'avais beaucoup travaillé avant, j'avais beaucoup de slides d'avance, j'avais beaucoup de matériel d'avance. Donc, par exemple, en novembre, quand ça allait vraiment pas bien et qu'il a fallu que je fasse une présentation, un workshop d'1 journée, j'ai juste rassemblé les choses que j'avais et ça s'est passé sans problème. Et puis j'ai appris pendant cette période-là ce que c'était que le self-care. Les gens me disaient souvent ouais, c'est important de prendre soin de soi. Je ne voyais pas trop ce qu'ils voulaient dire par là. Donc à plus de 35 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai essayé plusieurs choses là aussi. D'abord, je me suis dit on va prendre le truc un corps sain dans un esprit sain, pardon l'inverse. Donc j'ai essayé du sport. Tous les matins, en fait, j'allais à la salle de sport, 1 demi-heure à transpirer comme ça, avant de préparer le petit-déj et tout. J'ai complètement arrêté l'alcool. Non pas que je buvais beaucoup, mais une petite bière le soir avec ma compagne, c'était plutôt chouette. Donc j'ai complètement arrêté tout ça et j'ai pas vraiment eu l'impression que dans mon cas ça ait aidé, au contraire. Du coup, j'ai pris un peu l'excès inverse. Je dis, on va se faire plaisir, sans non plus tomber dans l'excès. Mais par exemple, jeux vidéo et lecture. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que quand la journée, quand ça va vraiment pas bien, que ça fait 1 heure que vous êtes devant un éditeur avec 2 lignes écrites comme ça, se dire tiens je vais faire un break, je vais faire un petit game, on se sent un petit peu coupable. Par contre, la lecture, depuis que je suis tout petit, pour moi c'était un truc noble. Du coup, quand ça allait pas bien, j'allais prendre un bouquin et puis je lisais. Des fois c'était 5
minutes, des fois c'était 5 heures, mais après, en revenant, c'est bon, j'avais à nouveau l'esprit clair et je pouvais m'y remettre et être un peu productif dans la journée. J'ai aussi acheté une demi-douzaine de Raspberry Pi et puis on a monté un projet qui s'appelle Phonos, sur lequel j'ai fait un talk très rigolo au Luxembourg il y a quelques années. Bref. Et puis beaucoup de musique avec un spectre très large, de Jean-Sébastien Bach à Ben Clock. Je me suis mis au violoncelle, c'était un vieux rêve, je me suis toujours dit, quand je prendrai ma retraite, je ferai du violoncelle. Il se trouve que vous n'avez pas besoin d'attendre votre retraite pour réaliser des rêves comme ça. Louer un violoncelle, ça coûte pas grand-chose. Et donc j'ai appris le violoncelle et puis j'ai mixé de la techno berlinoise. Donc bon, voilà, j'avais dit que c'était un spectre un petit peu large, hein, mais... Et puis, je me suis rendu compte que j'étais un animal social et que j'avais besoin du support de mes amis, de gens autour de moi. Donc, il y a des gens qui sont venus me voir. Cette photo a l'air de rien, là, mais c'était le réveillon... un réveillon en fait, et outre les amis qui sont autour de moi, dans nos assiettes, il y a du magret de canard qui était le premier que je cuisinais et réussissais depuis très longtemps. Et puis pendant tout ce temps-là, ma compagne qui est là aussi a été à mes côtés et m'a aidé, soutenu et supporté dans tous les sens du terme, ce qui n'a pas été tout le temps facile. Alors le self-care, c'est différent pour tout le monde. Ce qui a marché pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous et inversement, mais le but c'est de trouver c'est quoi les ficelles, les ressorts qui font aller mieux et ensuite de les utiliser tant qu'on peut. Donc voilà, on est début 2017, je suis stabilisé avec mes médicaments, mon self-care, mes trucs qui me font aller bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Été 2017, par hasard, je participe à une étude sur la santé mentale, l'expatriation et le télétravail dans la tech. C'est-à-dire que je coche les 4 cases. Et pendant cette étude, je passe le MBI, le Maslach Burnout Inventory, qui est une sorte de test pour indiquer si on fait un burn-out. Et ce test me dit « Bingo, vous avez gagné un gros burn-out ». Je dis « Tiens, c'est intéressant ». Ce que je comprends de ça, en fait, c'est qu'en traitant... ma dépression est causée par mon burn-out et que si je traite la dépression, je traite les symptômes, mais la route cause, elle est encore là. Alors, c'est quoi la route cause de la route cause, c'est difficile à dire, mais ça semble être lié au travail et du coup, je décide de faire une pause. Mais je repense à Carlos et j'ai pas envie de faire une pause comme ça hyper brutale. Du coup, j'essaye de plutôt planifier un atterrissage en douceur. J'en parle à mon équipe qui me soutient totalement. Et puis ensuite, j'en parle à l'équipe RH et aux médecins. Et là, c'est pas du tout la même chanson. Je passe des mois en fait à essayer d'avoir un congé sabbatique sans solde, hein, entendons-nous bien, du côté RH chez Docker. Et je passe des mois aussi avec mes médecins pour essayer d'avoir un arrêt maladie en fait. Le dernier médecin que j'ai vu aux US sur ce sujet-là m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame. C'est authentique, hein. C'est pour vous dire à quel point on en était, quoi. Du coup, je arrive à la conclusion que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il faut démissionner. J'avais de la chance parce que j'avais pu à ce moment-là mettre un peu d'argent de côté, un peu plus qu'un peu même, et du coup, je pouvais m'arrêter, c'était possible et je l'ai fait. Mais si jamais j'avais pas pu le faire, je ne sais pas dans quel état on m'aurait retrouvé. Donc le projet initial, c'était de prendre 6 mois off et puis après, on verra. Alors comment ça s'est passé ? Très bien. Je me suis tout de suite remis à avoir des projets donc perso d'une part. Ça c'est Griod, un instrument de musique en Python sur lequel je massacre joyeusement le thème de Zelda sur demande. Et puis professionnellement, je me suis mis à faire du training, donc container mais surtout Kubernetes. Si vous avez besoin de formation Kubernetes, venez me voir après, on en parle. Mais j'ai eu beaucoup de chance en fait de pouvoir m'arrêter finalement assez tôt par rapport à si jamais j'avais pas eu cet argent de côté. En fait, je pense que j'aurais continué jusqu'à physiquement plus pouvoir faire le job. Mais je constate quand même que j'ai moins d'énergie qu'avant. Avant, on pouvait me trouver comme ça dans des aéroports en train de faire des choses. Avant de prendre l'avion, j'étais là, hop, on va faire un blog post, un truc, je montais dans l'avion, j'étais productif. Maintenant, non, quand j'arrive à l'aéroport, je m'assois, je fais, bon, c'est quand qu'on embarque là ? Donc c'est différent. Et puis il y a des jours où ça va pas bien, mais ces jours-là, je tape dans le self-care, je m'autorise à prendre une journée pour m'occuper de moi. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que les jours où il y a des impératifs, comme ce matin par exemple, en général, ça va très bien. Ce que j'aurais aimé savoir depuis le début, plutôt que de l'apprendre comme ça un peu sur le tard, c'est que la dépression est une maladie comme une autre. Ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de dire à quelqu'un qui a la grippe ou une gastro « Bon allez bonhomme, tout ça c'est dans la tête, hein, allez lève-toi et puis on y va ». Non, la dépression c'est pareil. Même si c'est dans la tête médicalement, ça n'empêche que c'est pas pour ça pour autant qu'on peut s'en sortir comme ça en claquant des doigts. C'est surtout difficile à accepter pour nous qui en général sont des gens assez scientifiques. On a l'habitude des choses carrées, déterministes, sauf quand on fait du CSS. Total respect pour les gens qui font du CSS, je ne sais pas comment on fait.
En général, quand on se casse un bras, on fait une radio, on fait ah ouais, il y a 2 morceaux, donc c'est cassé. Pour la dépression, c'est pas pareil, parce que même si ça peut être lié à la chimie du cerveau, on ne peut pas facilement mesurer nos taux de neurotransmetteurs pour en tirer des conclusions comme ça. Donc on n'en est même pas à l'époque du printf à l'arrache dans le code pour ce qui est de la santé mentale. Ça n'empêche qu'on peut être data-driven. Ça, c'est mon mood chart, par exemple. Donc tous les jours, je notais comment je me sentais selon différents critères. Et puis après, ça me permettait de trouver des corrélations, voire de confirmer des suspicions. Donc on peut quand même avoir de l'analyse comme ça. Dépression et burn-out, ça se ressemble beaucoup. Quand j'ai dit à une amie comme ça, ouais, a priori, c'est un burn-out, ma dépression et tout, elle m'a dit, bah en fait, c'est un peu la même chose, tout ça, non? Le burn-out, c'est un peu la dépression du riche. Alors, c'est pas complètement faux. Il y a beaucoup de symptômes en commun, mais il y a aussi beaucoup de recherches, donc notamment de Christina Maslach, qui montrent qu'il y a des choses propres au burn-out. Le burn-out, on pense souvent à l'épuisement des gens qui travaillent 1 million d'heures par semaine, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être un conflit de valeurs. Si vous êtes un pacifiste, mais que vous bossez chez Matra ou Dassault, ça va pas très bien se passer. Ça peut aussi être un manque de reconnaissance, l'impression que ce qu'on fait, ça sert à rien, etc. Il y a des outils pour mesurer le burn-out, comme ce fameux MBI dont je parlais. Et puis, ce sont des choses qui sont très courantes, très courantes. Donc, 1 personne sur 5 qui va faire face à ça. Quand j'ai publié un blog post où je racontais un petit peu tout ça, j'ai eu d'une part des centaines de soutiens qui m'ont fait très chaud au cœur, mais aussi des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu des choses similaires et des fois même beaucoup plus fortes que moi, ce qui m'est arrivé. Alors, on a beaucoup de préjugés sur la santé mentale. Je pense qu'il faudrait en finir avec tout ça. Il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui, tous les matins, ont besoin d'une molécule pour pouvoir se lever et fonctionner pendant la journée. Sans ça, on ferait des vrais locs, on n'arriverait à rien faire. Et c'est une molécule qui est fortement addictive parce que si on l'arrête, après, on a un effet de manque comme ça très difficile. Cette molécule, c'est la caféine. Donc, si vous avez des a priori sur les antidépresseurs, je vous invite à réfléchir, à savoir si vous avez les mêmes a priori sur les gens qui boivent du café. Je suis très sérieux avec ça, réfléchissez-y, parce que la caféine, c'est une drogue aussi, qui est avec un même niveau d'addiction que l'ecstasy ou la weed, par exemple. Vous cherchez les données, vous verrez. Alors, les médicaments, ça peut aider, mais il faut trouver les bons. Comme je vous ai dit, il a fallu pour moi en tester 3 et faire des ajustements. La thérapie, ça aide énormément aussi. Je pense que la thérapie, c'est un petit peu comme la salle de sport. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui habitent au 5e sans ascenseur et qui font des métiers physiques. A priori, ils n'ont pas besoin d'aller faire de la gym. Par contre, des gens qui sont sans arrêt aller en voiture, un truc sédentaire au bureau, etc., ces gens-là, faire du sport, ça va les aider contre les maladies cardiovasculaires et compagnie. La thérapie, c'est pareil. Il y a des gens qui n'en auront jamais besoin, tant mieux. Il y a des gens que ça peut aider, donc il ne faut pas non plus avoir d'a priori dessus. En moyenne, la situation est plus difficile à gérer dans des startups. C'est pas forcément absolu, mais parce qu'il y a moins de gens, donc quand quelqu'un s'en va, ça fait tout de suite beaucoup plus de travail sur les autres. Il y a moins d'argent, donc c'est plus difficile de prendre un break. Et puis il y a moins de repères pour comparer sa charge de travail avec celle des autres. C'est ce qui m'est arrivé. Donc les startups, c'est un environnement moins favorable quand on est fragilisé comme ça. Pour conclure, le rôle de l'entourage, c'est super important. Je vais faire un petit coup de gueule perso. Le plus important, je pense, dans un job, c'est pas est-ce que j'ai des super collègues, est-ce que je travaille sur une stack super intéressante, c'est le manager. Si vous avez un bon manager, tout va bien se passer. Si vous avez un mauvais manager, le reste, ça servira à rien. J'ai des gens très proches que j'aime beaucoup, qui ont eu plusieurs années de leur vie et une grosse partie de leur carrière foutue en l'air par un mauvais manager. Et je pense que c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense, surtout en début de carrière, on ne pense pas forcément à ça. Donc voilà. Autre chose, prenez soin les uns des autres. Alors ça a l'air un petit peu flou comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De temps en temps, prenez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, dont vous n'entendez pas trop parler. Tiens, comment ça va? Si vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas trop motivé pour parler par texte ou quoi, faites un petit call vite fait, juste pour parler de tout et de rien. Et vous serez surpris des fois de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Voilà, cette présentation, malheureusement, c'était ni un antidote, ni un gilet pare-balles contre la dépression et le burn-out. Ça serait bien trop facile. Mais si ça vous a donné envie d'en apprendre un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus, pour moi, c'est mission accomplie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Bon. Déjà, je pense qu'on a tous compris, c'est pas facile l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Merci pour ce moment de partage et espérons que
que ça vous a servi, que vous avez appris sur Alors, tout ça? Il y a plusieurs choses que je voulais dire. La première, il y a le café Philox, c'est là-bas à 13h, 14h. La deuxième, c'est pour toi, Audrey. Tout à l'heure, quand j'ai dit les gens du hasard, etc., j'ai dit le hasard est égalitaire et tu vas venir. Je suis désolé. J'ai l'habitude de faire ce genre de blagues, ce genre de réflexes, etc. D'ailleurs, tout le monde a ri et je sais que tu m'en veux pas. Mais j'ai cru comprendre que ça pouvait essentialiser les gens, que ça pouvait être difficile. Donc, excuse-moi. La troisième, elle est un peu double. Ma mère me dit qu'elle regarde d'habitude ces vidéos. Donc, tu t'es occupé des enfants pendant ce week-end. Difficilement, merci beaucoup. Et merci à mes parents. Des Voxiens, Des Voxiennes, de tout genre et de tous horizons. passez une super dernière journée à Merci. Devox. Bravo.